Il va ça. Cliché. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dans ce jaillissement de souvenirs, je m'interrogeais sur la véritable signification de ces niaiseries. Soudainement, une lumière m'éclaira. M'apparut une première révélation. Les princesses sont des coquines. Vaniteuses, puisqu'à bien y regarder leur noble quête ne consiste finalement qu'à tâcher de se taper un mec plutôt pas mal et plutôt bien convoité. Vous voyez Blanche-Neige évanouie après avoir croqué dans la pomme empoisonnée. Elle ne s'éveille que lorsque le beau prince lui colle un smack BG et l'arrache à sa triste couche dans ses bras puissants. Vous imaginez bien qu'elle n'aurait pas pris la peine de se réveiller si Grincheux s'était présenté, l'utile prodiguer le massage cardiaque le plus vigoureux. Quant à la Belle au bois dormant, elle ne ressuscite que lorsqu'un prince, au brushing irréprochable, vient à peine effleurer ses belles lèvres mauves. Et j'oubliais l'immortalisé Cendrillon, qui nous respecte le couvre-feu trop subjugué par les yeux bleus du plus beau parti du royaume. Quoique j'épargne un peu Cendrillon, elle qui n'a pas eu une enfance facile, contrainte à nettoyer les latrines de sa marâtre. Et oui, ces jeunes femmes ont plus d'un tour dans leur sac pour faire un bon mariage, et à perpétuellement attendre derrière les hommes, elles manquent cruellement de sensibilité féministe. Il n'empêche que leurs vies sont bien plus chouettes et palpitantes que la mienne. Ces méditations métaphysiques très poussées me menèrent alors à un sentiment de perplexité. Je me demandais pourquoi. Pourquoi les princesses sont-elles toutes ravissantes? De belles blondes, de belles brunes, de belles rousses, merci Ariel pour l'honneur des rousses, avec des regards dévastateurs et déployant des chevelures à en faire tomber plus d'un. Et si les princesses étaient laides? Si Anastasia exhibait un monosourcil transversal? Si Cendrillon arborait un nez de la taille d'une grosse patate? Si Réponse s'affichait cloutant avec des dreadlocks illustrés au sébum? Mais que penserait-on des contes? La laideur est bien sûr l'apanage des odieuses belles-sœurs ou belles-mères, mesquines et enivrées de jalousie laissées pour compte. En fin de compte, dans les contes, chaque individu règle ses comptes, et chacun récolte ce qu'il sème. Tout compte fait, tout est compté, calculé, et termine gaiement. Les bons s'en tirent à bon compte, les mauvais, eux, comptent leur jour. Le compte à rebours est lancé, si seulement la vie était un conte. Après cette puissante réflexion, je m'interrogeais sur ces histoires dont on m'avait tant abreuvé étant petite et qui sont, je m'en rends compte, à des années-lumière de ma vie quotidienne. Il demeure, vous en conviendrez, un véritable fossé entre l'histoire des princesses et l'histoire de nos vies. Dans la vie, les princesses et les princes ne sont que des ménagères et des fans de foot. Dans la vie, les baguettes magiques n'existent pas, au mieux elles s'incarnent lors de matchs de tennis laborieusement disputés sur la Wii. Et dans la vie, les animaux ne parlent pas. C'est là pour moi un amer regret. En effet, j'éprouverais un vif soulagement en sachant enfin ce que mon chat pense de moi. Car je dois vivre avec le sentiment diffus que cette créature flamboyante, insolente dans son indolence, sublime dans sa paresse, me juge. C'est cruel mais pas sûr. Dans la vie, les contes de fées prennent une toute autre tournure. Le fin mot de l'histoire aussi, car après qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, on aurait tort d'oublier de préciser qu'ils divorcèrent et eurent beaucoup de frais d'avocat. En outre, les princes charmants sont bien plus délicats et complexes à trouver entre les pervers, les inadaptés sociaux, les trop confiants, les perturbés comme Alexis, les peureux, les dépressifs, ceux qui s'exposent à demi-nus sur Instagram arrêtés, les mythomanes, les obsédés, les maniaques comme Alexis, les tels comme Alexis. Le choix est large, le désarroi aussi. Au bout du compte, je fais un tour dans mes souvenirs et me rends compte que les contes ne se résument pas à de belles princesses, de belles histoires d'amour. Au contraire, dans les contes, il arrive volontiers que les beaux gosses bien nés, les fées gaulées, les baguettes magiques, cèdent leur place à des loups peu ragoûtants et mangeurs de petits chapeaux rouges. Vous me diriez que de toute manière, la fin est toujours gaie. Les méchants sont tués, les gentils sauvés.
Malheureusement, il s'avère que la vérité des contes n'est pas toujours celle qu'on nous conte. C'est pourquoi j'en ai assez d'être trahi. Contez-moi alors la vérité et non des fins édulcorées par Disney. Car le conte est catharsis. En découvrant ce qui suit, je l'ai bien compris. À propos du chaperon rouge, j'ai toujours trouvé que la présence du bûcheron était suspecte. Il y avait anguille sous roche. Après maintes recherches, j'ai fini par découvrir la vérité. La vérité, c'est que le loup bouffe la grand-mère, le petit chaperon rouge, point final. Je sais, c'est atroce. Si on remonte un peu plus loin, on trouve une autre version dans laquelle le petit chaperon rouge demande son chemin au loup et se fait bouffer. Pas tant de passer chez la grand-mère, pas de bûcheron non plus, on l'a toujours pas vu. Juste un loup affamé. Morale, ne faites absolument pas confiance aux inconnus. Et si on désire se bidonner encore un peu, on peut remonter encore plus loin. Une autre version raconte, elle, que le loup, ayant tué la grand-mère toujours pour prendre sa place, invite le petit chaperon rouge à casser la croûte. Le plat principal étant la grand-mère. Je crois que je préférais quand même les autres versions. La fillette mange donc sa propre mamie, oui, et ne se rend compte qu'après coup, qu'un loup se fait passer pour elle. Car oui, les personnages ont toujours le don d'être très, très perspicaces. Toutefois, dans cette version, la fin est plus joyeuse puisque le chaperon s'en sort sain et sauf. Il réussit à s'enfuir. Et ce n'est pas un court épisode de cannibalisme familial qui serait entaché pareil à Happy End. La véritable histoire de la petite sirène est elle aussi savoureuse. J'invite tous ceux qui auraient horreur de souiller leurs souvenirs d'Ariel, d'Éric, de Polochon à boucher leurs oreilles car la suite est peu réjouissante. La belle Ariel, en réalité, souffrait affreusement à chaque mouvement en raison de ces nouvelles jambes venues détrôner sa magnifique nageoire émeraude. Elle n'est pas plus triste, car c'est surtout son prince, pas si charmant, qui finit de faire de sa vie une avalanche de bouse. En effet, celui-ci, ne pouvant plus supporter ses plaintes, finit par la tromper et épouser une autre femme ayant un peu plus les pieds sur terre. La belle Ariel sombre finalement dans le désespoir et finit par se laisser mourir dans les abysses d'Atlantis. Finalement, l'honneur des rousses n'était pas tellement respecté. Je ne vous raconte pas la véritable histoire de Pinocchio qui finit par être pendu publiquement pour ses mensonges. Devant ces révélations abominables, je découvrais l'envers de ce qui avait été durant toute mon enfance la source de mes joies, de mes envies, de mes rêves. Alors, à présent que nous voici matures et responsables, je n'en doute pas, prêts à affronter la lucidité, je suggère qu'on me conte des histoires, oui, des contes non, car je ne peux plus compter sur ces récits édulcorés comme je l'ai fait dans mon passé, avant de réaliser qu'ils étaient l'objet d'une trahison acrostiche et que j'étais bien loin du compte. C'est le cas de le dire. Alors, ma décision est prise, à moi, le réel, niais, cruel, grotesque, je ne te crains pas, je t'empoigne. Et enfin, je vous implore, contez-moi des histoires, mais contez-moi des histoires vraies.